Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de la Guilde dont le sujet est le Green IT et le développement durable en QA. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Marc H. Chahine, qui est passionné de la qualité logicielle et connu comme l'animateur de la Taverne du Test. Merci de participer à ce podcast et d'avoir accepté mon invitation, Marc, déjà. Lors de ces épisodes, on introduira déjà pour le premier épisode d'aujourd'hui le concept du Green IT ainsi que les enjeux durables dans la QA. Et puis dans l'épisode 2, nous pourrons parler et discuter de comment réduire notre empreinte carbone dans nos processus de QA. Dans l'épisode 3, on aura la chance de discuter efficacité énergétique dans l'utilisation de nos outils, mais aussi bien dans nos pratiques de QA. Dans le quatrième épisode, nous discutons de comment intégrer ce développement durable à partir de notre stratégie de QA pour pouvoir mieux la déployer et la gérer. Et enfin, dans le dernier épisode, on va voir comment on peut tendre vers une culture durable en QA. Encore une fois, merci Marc de venir dans mon podcast. Donc, avec Marc, on se connaît depuis un petit moment. On s'est souvent croisés en conférence. On a beaucoup discuté, beaucoup échangé. Donc, je suis content qu'on puisse enfin se voir lors d'un événement digital. Donc, merci beaucoup, Marc, d'être venu. De rien, et merci pour l'invitation et merci de mettre en avant ce sujet, le Green IT de qualité durable. Écoute, merci à toi déjà pour tous les efforts que tu fais, parce que je pense que c'était vraiment celui qui porte l'étendard de ce sujet-là. Euh, Justement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux essayer de nous vulgariser, de nous expliquer ce que c'est le Green IT et pourquoi c'est aujourd'hui important dans l'industrie du logiciel? Alors, le Green IT, c'est un peu de l'informatique responsable. Si vous suivez l'Institut du numérique responsable, c'est à peu près ça. On n'est pas que sur de l'environnement. Évidemment, il y a un aspect environnemental, et il y a un aspect aussi qui est lié à l'humain. Et le Green IT, c'est concevoir, développer, produire, gérer de façon opérationnelle et clôturer des services numériques en respectant tous ces éléments. Et ça fonctionne pour n'importe quel service numérique. C'est à ne pas confondre avec l'IT for Green, qui sont des services numériques qui vont être pensés pour répondre à des problématiques environnementales. Sur de Green IT, on est sur la façon de construire et de gérer ces services numériques. Donc là, c'est vraiment important. Et l'autre partie importante, c'est que ce n'est pas que de l'environnement. Si vous regardez les travaux justement de l'INR, de l'Institut du numérique responsable, on voit que ça va au-delà. Si vous regardez un peu les travaux qui sont faits avec mon groupe de travail qualité durable et les articles aussi, on est sur quelque chose qui va se rapprocher du Green IT avec un axe qui est environnement, très fort, un axe humain utilisateur. Donc là, on est vraiment sur beaucoup de Green IT. Avec la qualité durable, on est vraiment concentré sur le milieu du numérique. Donc on ajoute aussi le bien des personnes qui contribuent à construire et à créer le service numérique. Alors, je dis service numérique, la plupart du temps, on entend parler de logiciels et d'applications. Il est important de se rappeler que dès qu'on pense environnement et responsabilité, il faut penser impact, et l'impact sur l'environnement est principalement lié aux terminaux physiques. Et c'est vrai que quand on dit application logicielle, on pense que c'est pas physique, on pense que ça va être juste du réseau. Non, c'est aussi son téléphone qui va permettre d'écouter ce podcast, par exemple. Du coup, tu parles de terminaux physiques, mais vu que tu mets pas l'IT au sens
propre du terme, est-ce que ça inclut quand même le cloud, les machines, le réseau? Est-ce que ça consomme? Ou ça fait pas partie de l'équation? Ou finalement c'est dans les deux, dans la partie environnementale et Green IT? Alors, donc j'ai dit matériel en donnant l'exemple des terminaux parce que c'est ça qui impacte le plus. Le cloud, comme son nom ne l'indique pas, c'est pas un nuage, c'est pas de la vapeur, c'est du physique, c'est des serveurs. Et sauf que là, on va pas savoir exactement où est son serveur, où il est avec une prise pour débrancher. C'est un ensemble de serveurs, ça va être de la redondance pour assurer ce qu'on appelle souvent UHA, Ultra High Availability, qui permet de dire bah, je vais avoir mon service tout le temps. Mais voilà, concrètement, ça reste des serveurs qui vont consommer de l'énergie, qui vont chauffer, qu'il faudra refroidir, et qui vont envoyer des informations dans des câbles, que ce soit des câbles en cuivre ou de la fibre optique. Ok. Du coup, toi, dans ta démarche, c'est quoi les principaux impacts environnementaux les plus courants que tu vois liés à nos processus de développement et de QA? Alors, nous, sur le développement, et surtout au niveau QA, notre impact est rarement direct. On va consommer de la donnée, on va consommer des serveurs, des environnements de test. Euh, on va consommer nos terminaux pour faire nos tests et pour faire nos développements, on va consommer notre cloud. De manière générale, c'est négligeable par rapport à l'utilisation que vont faire les personnes qui utilisent notre service. Voilà. Si on prend l'exemple de la taverne, la refonte, ça a duré 2 mois avec un travail qui a été fait par une personne principalement qui était pas à plein temps dessus. Ça a pris quelque chose, mais ça n'a pas pris grand-chose par rapport aux 200, 300, jusqu'à 500 ou 600 personnes qui peuvent venir dans la journée. L'impact, par contre, qui est très important de notre côté, c'est tout ce qui va être lié à l'éco-conception, à l'éco-design. Ça va être comment je m'assure que ce que vont faire mes utilisateurs sera efficient, qu'on ne va pas gâcher euh, de ressources ou d'énergie. Donc ressources, ça peut être juste de la consommation de batterie, mais ça peut être aussi une obsolescence qui arrive plus vite et qui va forcer à changer de terminal. Ça peut être là où on va mettre les serveurs, des stratégies de redondance, plusieurs stratégies qui vont faire que et qu'est-ce qu'on va consommer, pourquoi, comment on fait pour optimiser par rapport à un nombre d'utilisateurs souvent. Et là on le voit avec les jeux, il y a un nombre de serveurs qui sont prévus. Le jour du lancement, impossible d'accéder aux serveurs. 3 semaines après, les serveurs sont surdimensionnés. Comment on fait pour éviter ça? Comment on fait pour avoir le bon nombre de serveurs le plus souvent plutôt que se dire que, on va manquer énormément et on va avoir une mauvaise image, et ensuite, 2, 3 semaines plus tard, on en aura beaucoup trop, mais ça va être dur de décommissionner. Non, c'est très intéressant comme usage concret. Je pense que ça permet à tous ceux qui nous écoutent un peu mieux de comprendre ce côté Green IT, surtout de développement durable, qui paraît un peu obscur si on n'a pas mis les mains dedans. Donc merci pour cette précision. Mais si après, si on revient à nous en tant que QA, en quoi c'est indispensable de s'intéresser au développement durable dès maintenant? Dire que c'est indispensable dès maintenant, je pense que c'est trop. On n'est pas encore sur de l'indispensable, on n'est pas comme connaître des processus agiles, être capable de discuter avec certaines personnes, de comprendre l'intérêt du produit. Par contre, c'est un des sujets majeurs qui nous attend au niveau de la société. Le numérique doit prendre sa part, surtout que son impact est de plus en plus grand. On parle de 4-5%, mais très rapidement 7% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. On a aussi des nouvelles normes et obligations qui arrivent avec le CSRD européen qui demande en fait aux entreprises de faire un bilan annuel, mais pas que financier. Donc un bilan sur les aspects humains et un bilan sur les aspects environnementaux. Voilà. Donc ça va être obligatoire. Il y a le RGESN sur l'éco-conception qui est en train qui est développé, qui est en train d'évoluer.
et qui a été fait par les mêmes équipes que celles qui ont fait le RG2A, qui est devenu obligatoire. Donc le RGESN a de fortes chances de devenir obligatoire à court ou moyen terme. Et ensuite, Pour ceux qui ne connaissent pas le RG2A, tu peux juste alors, dire ce que c'est? RG2A, c'est un référentiel lié à l'accessibilité numérique, référentiel français, qui s'inspire de la norme internationale qui est le WCAG. Donc, Merci pour la précision. donc, on est dans un monde où l'environnement est important. Et ensuite, dès que, comme moi, on commence à étudier un peu ce qui est co-conception Green IT, il y a beaucoup de bonnes pratiques et d'éléments qui, au final, peuvent être faits dans un but initial de on veut protéger l'environnement, mais qui vont améliorer de façon globale l'expérience utilisateur. Je vais donner un exemple avec la taverne. J'ai travaillé sur améliorer l'impact environnemental, et sur ce travail, quelles sont les actions que j'ai faites pour l'environnement? Ça a été de déplacer les serveurs et d'avoir des serveurs plus proches, parce qu'avant ils étaient à Boston, je n'étais pas au courant, mais grâce à ça je me suis posé la question. Donc j'ai mis des serveurs en France, donc moins d'impact, surtout que les serveurs en France, j'ai pris un provider, un fournisseur qui a des normes environnementales assez élevées et qui les respecte. Donc ça, au niveau sécurité, en plus des données RGPD, c'est quand même un peu mieux d'être en France. J'ai fait des pages moins lourdes, parce que comme ça, on envoie moins d'informations. C'est pas ce qui a le plus d'impact, mais c'est toujours quelque chose d'intéressant à diminuer. Mais au final, pour un utilisateur lambda, ça revient à quoi? Ces améliorations environnementales, ça revient à mes pages s'affichent plus vite. J'ai besoin de moins de données pour les afficher, donc je peux les afficher avec un plus mauvais réseau. Par exemple, je suis dans le métro, bah si ça coupe, et c'est pas grave, de toute façon j'ai eu le temps de le faire, ou j'ai eu le temps d'avoir pas mal, et ensuite dès que j'ai un tout petit peu de réseau, je peux tout récupérer. Voilà concrètement ce que c'est. C'est fait pour l'environnement initialement, mais ça permet à n'importe qui d'avoir accès plus facilement et plus rapidement. Oui, et petit bonus, dans les calculs de référencement de moteurs de recherche de type Google, la vitesse de chargement fait partie de l'un des axes qui est pris en compte dans le calcul de la note pour apparaître dans les premières pages. Donc, voilà. Faire de l'éco-conception, finalement, c'est une recommandation qui est aussi utile au business, des gens qui veulent proposer des services sur Internet. Donc, ce serait dommage de s'en passer. On arrive à la fin de ce premier épisode et c'est très intéressant, et on verra dans le second épisode comment on peut justement essayer de réduire cette empreinte carbone, mais un peu plus adapté à nos processus de QA. Restez avec nous pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.